Ouverture aujourd'hui à Abidjan du procès de Simone et Yves Gbagbo. L'ex-première dame comparaît aux côtés de 82 autres dignitaires de l'ancien régime. Toujours en Côte d'Ivoire, la vente ambulante des baguettes de pain. En 2015, ça sera tolérance zéro, annonce faite par les patrons boulangers et pâtissiers. Enfin, 10 ans après le tsunami qui a ravagé le continent asiatique, l'Indonésie se souvient. Les rescapés et proches des victimes leur rendent hommage. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Simone et Yves Gbagbo devant la justice ivoirienne. Le procès de l'ex-première dame accusée d'atteinte à la sûreté de l'État s'est ouvert aujourd'hui au palais de justice d'Abidjan. Simone et Yves Gbagbo est jugé aux côtés de 82 autres dignitaires de l'ancien régime. Après une courte audience, le président du tribunal a annoncé la poursuite du procès le 29 décembre prochain. La vente ambulante de pain interdite en Côte d'Ivoire dès le 1er janvier 2015. Mesure prise pour ne pas générer des risques d'insalubrité alimentaire. L'annonce a été faite par la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers lors d'une conférence de presse le 23 décembre dernier. Le pain, denrée beaucoup prisée par les Ivoiriens, est souvent manipulé avec des mains nues et malpropres. Il est aussi vendu dans les rues et bordures de route. Une situation qui inquiète les populations. Au moment où tu as faim, mais quand tu vois ces pains exposés, tu te dis, mais à quoi bon de manger? C'est mieux de rester dans la faim plutôt que de manger et de t'attirer d'autres maladies. Transporter du pain, quelque chose qui est destiné à la consommation, transporter cela sur des vélos, ça ne respecte pas les conditions hygiéniques. La Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, FIVEPSI, au cours d'une conférence animée par son président, exhorte l'ensemble des boulangers et pâtissiers à respecter les dispositions pratiques relatives à l'organisation de la distribution et la vente du pain sur tout le territoire national. On ne vend plus du pain sur les motos, sur les vélos, parce que les gens transpirent. En transpirant, ils empoisonnent le pain. Sont également proscrites la distribution ambulante à pied ou autrement les ventes de porte à porte sur la tête dans les boutiques. Le gouvernement a pris la décision de ne pas tuer sa population. Il faut que les gens respectent. Il faut que les boulangers respectent. Vous allez voir que nous allons fermer les boulangeries qui ne vont pas respecter. Le 1er janvier 2015 est la date prévue par les autorités pour passer à la phase de la répression. Une opération qui vise à faire respecter les dispositions pratiques de mise en œuvre de l'arrêté du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME portant organisation de la distribution et la vente du pain. Un reportage de Koné par Gassoro. Littérature à présent. Les lauréats du concours Le Jeune Écrivain ont été récemment récompensés. L'événement, qui en est à sa 3e édition, veut susciter l'envie d'écrire et promouvoir la création littéraire chez les jeunes. Topé Herman, vainqueur de la 3e édition du concours littéraire Le Jeune Écrivain. 15 nominés au départ, un lauréat à l'arrivée. Herman a séduit le jury pour la profondeur de son récit, la leçon de pardon et de réconciliation. Je suis très content. D'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a accordé cette grâce-là d'être nominé en ce jour. Disons, à la 2e édition, j'ai participé, mais malheureusement, je n'ai pas été parmi les élus. Mais j'ai persévéré pour pouvoir participer cette année et, disons, par la grâce de Dieu, je suis élu cette année. Initié depuis 2012, le concours littéraire Le Jeune Écrivain réunit tous les jeunes Ivoiriens adeptes de la littérature afin de leur permettre de partager leur amour pour l'écriture. La littérature, c'est quelque chose de très important. Et sans cela, on ne peut pas avancer. Ce concours a pour but d'amener les jeunes à s'intéresser aux œuvres littéraires. À travers ce concours, l'initiatrice Clarisse Bandaman entend redonner à la jeunesse le goût de la lecture et de l'écriture. Nous retrouvions Koné par Gassoro. Une représentation artistique en hommage au rappeur ivoirien Almighty, décédé le 24 novembre dernier à Abidjan. La 3e édition du festival hip-hop Enjaillement s'est déroulée récemment dans la commune de Trècheville. C'est une initiative de Nash, Kajim et Smorty, 3 grosses pointures du rap ivoirien. Du son, de la lumière et du rythme, il y en a eu au cours de la 3e édition du festival hip-hop Enjaillement samedi à la place Ernesto Guégué à Trècheville.
Les vedettes de cette édition, Nash, Kagim et Smarty, n'ont pas failli à leur réputation. Tour à tour, ils ont su procurer de l'émotion aux mélomanes. Nash, l'une des figures emblématiques aujourd'hui du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire, explique les raisons de la création du festival et rend hommage au disparu Almighty. J'allais dans la sous-région dans des festivals, mais j'ai vu que les rappeurs comme ADS, ils avaient le festival au Bénin, hip-hop Kakwe. Donc à Ouaga, il y a Ouaga hip-hop, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de festival hip-hop. Donc on a des talents, on a du monde, des gens ils aiment le hip-hop, mais n'ont pas l'occasion de voir des rappeurs sur une grande scène, sur une même scène. Donc j'ai décidé comme ça de créer le festival avec mon staff. L'objectif c'était ça, le Coro Almighty. Nous avons laissé un héritage que le hip-hop, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Heureux d'être présent à ce festival, des artistes et spectateurs expriment leurs sentiments. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, je suis arrivé fraîchement pour voir ce qui se passe ici. Vraiment, je suis très content et vraiment, le festival est en train de prendre de l'ampleur. Je suis venu au festival hip-hop en Jaïman pour découvrir ce que c'était le hip-hop en Côte d'Ivoire. Le Goethe Institut, partenaire au festival et représenté par sa directrice, apprécie l'événement. On a fait l'atelier avec Kajim sur l'écriture de hip-hop et après on avait un très très fort rendez-vous avec Nash, hip-hop pour féminin, où tous les grands voix étaient rassemblés. Le festival hip-hop en Jaïman se veut une lucarne pour la promotion de la culture ivoirienne pour redonner à ce mouvement ses lettres de noblesse en Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Herman Niamian et Issa Yeo. Bregbo, village ébrié situé à environ 9 km de Bingéville, était en fête le 20 décembre dernier. La génération Tchagba a en effet effectué sa sortie officielle. Elle a désormais le droit de prendre la parole au cours des assemblées et donc prendre part aux décisions du village. Les explications de Franck Wadio. Bregbo vous dit Akwaba ou bienvenue. Ce village Akwe, sous-groupe Achan, peuple lagunaire à quelques 9 km de Bingéville, connaît depuis le 13 décembre dernier une ambiance particulière, le Fatoué, sorti de génération, et dans les rues du village, la génération Tchagba et les différents guerriers représentant les classes d'âge font leur parade. En pays Achan, le Fatoué a son sens. Les 4 classes d'âge d'une génération font leur sortie officielle et seront aptes à participer aux prises de décision. Nous sommes la génération montante, la génération qui bientôt prendra part aux grandes décisions de ce village. Au sein des Tchagba, ceux nés entre 1965 et 1979 règne la cohésion. Ce jeune homme d'origine nigériane fait partie intégrante de la génération. Les parents étaient ici, nous on est nés ici, donc l'intégration s'est faite comme ça. Parce que vous voyez, naturellement, comme ça, on est tous ensemble. Les Tchagba qui dans 6 ans auront la gestion du village sont encadrés par les Doubo, actuels détenteurs. Ils ont déjà à cœur le développement de leur localité. Le village n'a qu'à tout goudronner, le gouvernement n'a qu'à goudronner, on veut les docteurs, on veut qu'ils nous amènent les compris, les gens pour nous soigner. Le Fatoué à Bregbo clôt donc ses portes. La génération Tchagba sera confirmée dans 1 an. En attendant, les jeunes pousses s'essaient déjà pour la relève. Bregbo dit donc à Nancy au revoir. Des mesures pour assurer la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année. À Bouaké, dans la région du Béker, les forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive. Elles organisent des patrouilles de jour et de nuit. C'est Noël marquant le début des fêtes de fin d'année. Pour assurer des réjouissances totales, un accent particulier est mis sur la sécurité. Place d'armes de la préfecture de police de Bouaké. Toutes les forces sont présentes. Police, gendarmerie, forces républicaines de Côte d'Ivoire et l'ONUCI en appui. Le secrétaire général 1 de la préfecture de région, avec à ses côtés les grands commandements, s'adresse aux troupes. Nous sommes à un moment important de l'année 2014. Et à cette occasion, les populations entrent en liesse, entrent en joie. Et pour que la joie soit complète, il y a lieu que vous, en tant que force de l'ordre, vous soyez là pour assurer leur sécurité. Après le déploiement des troupes, une longue tournée va s'en suivre. Les corridors, les axes Bouaké-Katiola et Bouaké-Djebonois sont visités. Les éléments de faction pour la lutte contre le coupé de route sont galvanisés.
Un tour au centre hospitalier et universitaire de Bouaké, au camp pénal, à RTI Bouaké, dans les bars et autres débits de boissons, permet de constater que tout se passe bien. Nous avons vécu la fête avec nos populations. Nous sommes là pour les accompagner, nous serons toujours là avec elles et nous leur demandons simplement de nous faire confiance. Pas donc d'incident à déplorer à Bouaké. Les populations ont célébré la naissance de l'enfant Jésus dans la piété et dans la joie. Un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le bilan de la maladie revu à la hausse selon l'Organisation mondiale de la santé. 7 693 morts sur un total de 19 695 cas enregistrés dans les 3 pays les plus touchés, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. La guerre contre l'État islamique se poursuit. La coalition internationale dirigée par les États-Unis a mené aujourd'hui 31 frappes contre les djihadistes en Irak et en Syrie. Enfin, l'Indonésie se souvient des 226 000 victimes du tsunami de 2004. Un 10e anniversaire marqué par des prières et des larmes. La catastrophe avait affecté 14 pays de l'océan Indien. Cela fait déjà 10 ans, mais pour elle, c'est comme si c'était hier. Cette immigrée birmane sortait juste de la maternité, son nouveau-né dans les bras, quand un mur d'eau s'est abattu sur elle avant d'emporter son bébé. 2 autres de ses enfants ont disparu dans le tsunami de 2004. Quand je travaille, je peux oublier ce qui s'est passé. Mais quand je vois les autres familles partager un repas avec leurs enfants, je me sens si triste. Je ne peux pas l'oublier, ne serait-ce qu'un jour. Mité travaillait dans une usine de poissons quand le tsunami a frappé. Quelques 2000 Birmans auraient alors trouvé la mort en Thaïlande. Un chiffre invérifiable, car nombre d'entre eux étaient en situation irrégulière. Et les caméras de télévision étaient alors plutôt braquées sur les touristes balayés des plages. Ils sont peut-être vivants, comme on n'a pas retrouvé leur corps. Ils sont peut-être avec d'autres gens. Peut-être qu'ils apparaîtront un jour, comme il y a des réfugiés. Peut-être que mes enfants sont là-bas. Je continue de le croire, alors je ne peux pas quitter cet endroit. Ces travailleurs immigrés constituent une main-d'œuvre bon marché pour l'industrie de la pêche. Nombre d'entre eux étaient près de la côte lors du passage du tsunami. La plupart des immigrés travaillaient dans les usines de poissons ou sur les chantiers de construction près des plages. Alors beaucoup ont été tués. Après le tsunami, des médecins légistes sont venus du monde entier pour tenter d'identifier les corps et les rendre aux familles. Une tâche complexe, nombre d'immigrés étaient illégaux et plus de 2500 d'entre eux ont été expulsés de Thaïlande après le drame. Des centaines de cadavres non identifiés ont été enterrés dans ce cimetière en attendant que des proches viennent les réclamer. Depa vient de récupérer la dépouille de son père. 10 ans après, je l'ai enfin vu. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Je suis à la fois heureuse et triste. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé à ma mère et à ma sœur. Mité et Depa ont toutes deux refait leur vie en Thaïlande. Mais à l'approche du 10e anniversaire du drame, leurs souvenirs douloureux rejaillissent. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. À très bientôt sur RTI2.